Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième partie de cette formation dédiée aux hydrotraitements de gazole. Maintenant que l'on sait d'où on part et où on veut aller, il reste à parler du moyen pour y arriver, le procédé d'HDS. Alors, cette HDS, à quoi ressemble-t-elle? Souvenez-vous, pour que la réaction ait lieu, il faut présence simultanée de charges réactives et d'hydrogène, mais également de catalyseurs, de pression et de température. Dans le procédé, on commence par augmenter la pression de la charge réactive au travers une pompe. Puis, on injecte l'hydrogène, dont on aura au préalable monté la pression au travers un compresseur. Une fois le gazole et l'hydrogène mélangés, on monte en température dans des échangeurs, puis dans un four, avant d'entrer dans le réacteur. Dans le réacteur, le mélange charge plus hydrogène rencontre le catalyseur préalablement chargé. Les conditions opératoires typiques du réacteur sont une pression variant de 25 à 90 bars, et qui a été sélectionnée en fonction de la difficulté des charges à traiter, une température de 350 à 400 degrés, et dans le réacteur, on va consommer l'équivalent de 0,3 à 1,5% poids de la charge en fonction des caractéristiques de la charge à désulfurer. Mais que se passe-t-il dans le réacteur? Dans le réacteur, on veut désulfurer, mais en fait, il va se produire une multitude de réactions simultanées. Si certaines sont désirées, d'autres ne sont que la conséquence fatale des conditions opératoires. Commençons par la première, qui est celle dont on veut qu'elle se produise en priorité, c'est la réaction d'HDS. On schématise ici les molécules de gazole par ces deux molécules dibazothiophéniques. L'hydrogène attaque ces molécules pour en extraire le soufre et se combiner avec pour former de l'H2S. En parallèle, les aromatiques vont également réagir avec l'hydrogène. Les molécules présentant plusieurs noyaux aromatiques sont les plus réactives et seront hydrogénées en monoaromatiques. Toujours en parallèle, les oléfines vont se saturer dès lors qu'elles seront en contact avec la moindre molécule d'hydrogène. Les molécules azotées vont également réagir avec l'hydrogène, l'azote se combinant avec l'hydrogène pour produire une molécule d'ammoniac ou NH3. Enfin, les deux dernières réactions que l'on peut mentionner, ce sont les réactions de craquage et de coquage. Craquage, puisque la réaction d'HDS ayant lieu à haute température, on ne peut pas éviter un peu de craquage thermique. On produit alors des hydrocarbures légers, type C1AC4, ainsi qu'une quantité de molécules dont l'intervalle de distillation est similaire à celui d'une essence. On l'appellera essence sauvage ou wild naphtha. La réaction de coquage est également liée à la température. En effet, certes, on hydrogène des aromatiques, mais ces réactions étant équilibrées, on fait également de la déshydrogénation qui conduit à la formation de coques à la surface du catalyseur. Il faut noter que toutes ces réactions sont exothermiques, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les réactions se produisent, la température augmente dans le lit catalytique. Si on regarde de plus près l'ensemble de ces réactions, on voit que les réactions de désulfuration sont limitées par la cinétique, autrement dit par la température. Si la température augmente, la désulfuration augmente, et vice-versa. Il en va de même pour les réactions d'hydrogénation d'oléfine et de dénitrification. En revanche, pour les réactions d'hydrogénation d'aromatiques, c'est différent. En effet, si ces réactions sont également limitées par la cinétique tant que la température est inférieure à 360 degrés, dès lors que l'on dépasse 370 degrés, c'est l'inverse qui se produit. Autrement dit, si on augmente la température au-delà de 370 degrés, on va hydrogéner de moins en moins d'aromatiques. La consommation d'hydrogène totale est la résultante des réactions ayant lieu dans le réacteur aux conditions de température et de pression. Les réactions de désulfuration sont celles que l'on vise en priorité, et si elles contribuent logiquement à la consommation d'hydrogène totale dans le réacteur, elles ne seront pas nécessairement les réactions qui consommeront le plus d'hydrogène. En effet, les réactions d'hydrogénation d'aromatiques consomment beaucoup d'hydrogène, et comme les teneurs en aromatiques sont très supérieures à celles du soufre, elles sont souvent majoritaires. Poursuivons le cheminement procédé de l'effluent du réacteur. Une fois la charge ayant réagi avec l'hydrogène, on refroidit l'effluent du réacteur en préchauffant le mélange charge plus hydrogène. On injecte ensuite de l'eau. En effet, dans l'effluent du réacteur, il y a de l'H2S et du NH3. Il se trouve que ces deux molécules ont une très forte affinité dès lors que l'on descend en dessous d'une certaine température.
Une fois cette température atteinte, l'H2S et le NH3 se combinent entre eux pour former du NH4HS et se déposent sous forme de sel à la paroi des échangeurs et des tuyauteries. On risque alors le bouchage des tuyauteries et des échangeurs. Pour éviter d'aller jusqu'à cette situation extrême, on injecte de l'eau pour solubiliser le NH3 et l'H2S. Enfin, on sépare l'eau, l'hydrocarbure hydrotraité et l'excès d'hydrogène. L'hydrogène est en partie purgé et l'excès est recyclé par un compresseur de recycle. Une partie est utilisée en quench gazeux pour gérer l'exothermicité des réactions d'HDS. Je vous rappelle que les réactions sont exothermiques. Et une autre partie est recyclée vers le mélange charge plus hydrogène. A noter que parfois, on utilise un absorbeur à lamine dans la section réactionnelle pour enlever l'H2S. Parlons un instant du bilan matière global de l'unité. Prenons l'exemple d'une unité dans laquelle on consomme une teneur d'hydrogène dans le réacteur pour le besoin des réactions et que l'on décide volontairement de mettre 2 teneurs d'hydrogène en appoint. Le bilan matière impose qu'une teneur d'hydrogène sorte du système. Mais où va donc cet hydrogène? Il existe en fait 2 puits d'hydrogène dans le système. La purge et la solubilité de l'hydrogène dans l'hydrocarbure hydrotraité au niveau du ballon séparateur froid. En effet, l'équilibre thermodynamique au niveau du ballon séparateur froid fait que, nécessairement, une partie de l'hydrogène se retrouve solubilisée dans l'hydrocarbure hydrotraité. Le reste est alors purgé. Et c'est d'ailleurs de cette façon que l'on va contrôler la pression de fonctionnement dans l'unité. Si la pression augmente, c'est que l'on met trop d'hydrogène dans le système. On ouvrira cette vanne de purge. Si la pression chute, c'est que l'on consomme trop d'hydrogène par rapport à ce que l'on a pointe dans l'unité. Et dans ce cas, il faudra fermer la purge. Et si ça ne suffit pas, mettre davantage d'hydrogène dans le système. Mais alors, qu'en est-il de l'H2S? L'H2S produit dans le réacteur doit nécessairement quitter la zone réactionnelle. De même que pour l'hydrogène, il y a 3 puits. La purge, l'H2S solubilisé dans l'hydrocarbure hydrotraité, ainsi que parfois l'absorbeur à lamine dans le cas d'une unité équipée. Lorsque l'on n'est pas équipé d'un absorbeur à lamine, on vient de voir que l'H2S allait devoir partir soit par la purge, soit par dissolution au niveau du ballon séparateur froid dans l'hydrocarbure hydrotraité. Si on décide de purger, cela nécessite également de purger de l'hydrogène, puisque le gaz de recycle contient une grande quantité d'hydrogène. Mais dans un scénario où la raffinerie a un bilan hydrogène tendu, on va privilégier d'utiliser une quantité d'hydrogène la plus faible possible. Jusque le cas extrême qui consisterait à avoir une purge nulle. Et dans ce cas, mettre exactement dans l'unité ce que l'on consomme en hydrogène et pas une molécule de plus. Mais alors dans ce cas, où va aller l'H2S? Eh bien, il n'aura pas le choix. Il va devoir partir en intégralité dans l'hydrocarbure hydrotraité. Et de facto, la pression partielle en H2S va monter dans la section réactionnelle jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment importante pour solubiliser l'intégralité de l'H2S produit dans l'hydrocarbure liquide. Autrement dit, l'H2S va se concentrer dans le gaz de recycle jusqu'à cette valeur de pression partielle. Ce concept n'est pas évident à assimiler, je vous invite donc à y réfléchir en revisionnant la vidéo si vous en éprouvez le besoin. Une fois que l'on a compris le bilan matière global de l'unité, quels sont les variables procédés sur lesquels l'opérateur a la main? Et comment contrôler la réaction? Nous verrons tout ça dans la prochaine partie.